On peut littéralement écrire notre destination. On a le fameux mot « Étron » qui est situé à l'arrière du véhicule parce que c'est tout le temps de là que ça part. C'est ce qu'on appelle du grand luxe. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Audi Q8 e-tron. Donc comme vous pouvez constater, la gamme de produits électriques d'Audi s'appelle e-tron, donc ils n'ont absolument rien appris de leurs vacances de 1939 à 45 en France. C'est quoi le Audi Q8 e-tron? Dans le fond, c'est un VUS intermédiaire vendu par Audi qui est la première offensive électrique de Audi, vraiment une offensive beaucoup plus prononcée que les modèles précédents. Par le passé, on a eu la A3 e-tron, mais c'était vraiment pas un produit compétitif, mais ce produit-ci a été conçu entièrement sous une plateforme électrique et donc c'est, on pourrait dire officiellement, le premier produit Audi électrique. Les gars d'Harley, arrêtez Simonac! Vous êtes pas cool, là, vous avez l'air titlin. Donc, aujourd'hui, on a un modèle 2022 et en 2022, le Audi Q8 e-tron s'appelait juste le Audi e-tron. Donc ici, on a un Audi e-tron, mais c'est exactement la même chose que le Q8 e-tron. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à Vincent, un de nos abonnés, et si vous voulez que j'essaie votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou sinon via notre page Facebook CarPop QC. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Buick Lucerne, c'est sûr que je voudrais essayer cette fine herbe de l'automobile, donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. À l'avant, on retrouve le fameux capot Audi avec les fameux renflements. On a aussi les fameux phares Audi qui sont toujours magnifiques et qui viennent vraiment donner la signature à Audi, toujours avec la ligne de LED intégrée. On a aussi une calandre qui est inspirée des véhicules Audi, mais au lieu qu'elle soit horizontale, elle est rendue verticale. C'est une différence qu'on a sur les Audi électriques. On a évidemment le logo, toujours à l'avant, qui est très présent. Et on a un pare-choc au look dynamique qui vient dynamiser le devant du véhicule. C'est vraiment réussi. Sur le côté, on a la fameuse ligne des VUS Audi et c'est vraiment joli. Donc, on a une ligne qui part de l'avant et qui vient rejoindre la ligne au milieu de la carrosserie et qui s'en va jusqu'à l'arrière. C'est vraiment joli. On a une trappe pour recharger le véhicule de chaque côté, ce qui rend les choses extrêmement pratiques. On a les tours d'ailes signature Audi, encore une fois, qui sont un genre de carré qui viennent encore une fois donner un look plus musclé à la ligne. On a également le bas de caisse avec un look très sportif. Et finalement, on a l'espèce de ronflement sur les ailes arrière qui est vraiment joli avec la ligne du toit typique des VUS Audi qui descend à la fin et c'est vraiment joli. Parlons pneus et roues. On n'a pas les roues d'origine ici. Le véhicule est déjà prêt pour l'hiver, donc il a ses roues d'hiver. Mais d'origine, on a du 265/45 R20. C'est une dimension qui est assez dispendieuse à remplacer, merci, mais c'est normal pour la catégorie. Pour recharger le véhicule, on a une trappe sur le côté. On appuie sur le bouton, on attend un peu, elle s'ouvre et voilà, on peut brancher notre véhicule. Donc, une fois la trappe ouverte, comme vous avez vu, c'est une ouverture électronique. Je suis pas sûr que ça va toujours bien marcher en hiver. Sinon, pas grand-chose à dire. On a une prise et on a une petite lumière qui s'allume lorsque le véhicule charge. À l'arrière du e-tron, on a un becquet arrière qui vient dynamiser la ligne. On a la fameuse ligne plongeante que je parlais plus tôt. On a les phares arrière, signature Audi, le logo. Il est plein de poussière. On a roulé 3 mètres dans la garnotte. On a une guenille pour protéger la plaque. On a le fameux mot « Étron » qui est situé à l'arrière du véhicule parce que c'est tout le temps de là que ça part. On a aussi le pare-choc qui est très sportif, très joli. Et on a des phares arrière intégrés dedans parce qu'il y a une partie des phares arrière qui sont sur une partie mobile. Donc, lorsqu'on roule la valise ouverte, ça ne fonctionne pas. Donc, Audi est obligé d'avoir un deuxième set de phares arrière. Un peu de complications pour pas grand-chose, sincèrement. Parlons espace cargo, on a un seuil qui est assez élevé, donc il faut soulever les objets quand même assez haut pour embarquer. Et la porte n'ouvre pas plus grand que ça. Donc, il faut faire attention, surtout quand on est grand, pour ne pas faire un... On a 665 litres d'espace cargo. C'est correct. C'est un peu juste pour un utilitaire intermédiaire. Il y en a des beaucoup plus spacieux que ça. Et les sièges ici, on a 1725 litres d'espace cargo. Ça commence à être un peu juste. Ça ressemble à un RAV4. La raison pourquoi on a ça, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de dégagement en hauteur. La majorité de l'espace a été mangé par les batteries dans le plancher. Et donc,
À cause de ça, on se retrouve avec un espace cargo qui est un peu plus limité en termes de hauteur. À l'arrière, on a un superbe intérieur de porte. On a un intérieur beige ici, donc on a une poignée en aluminium, un beau morceau d'aluminium, du cuir, du plastique beige, du plastique noir de qualité. C'est vraiment réussi, c'est vraiment joli. Et même le bouton de fenêtre est en aluminium. C'est vraiment, vraiment réussi. Toujours à l'arrière, niveau espace intérieur, on a suffisamment d'espace pour un adulte. Il n'y a aucun problème, ni pour la tête, ni pour les jambes. Zéro problème là-dessus. Et que dire du banc en cuir beige, vraiment magnifique et extrêmement confortable. On a aussi un système de climatisation avec un écran tactile, donc on peut ajuster tout ça, ajuster la vitesse des fans qui sont juste ici, ajuster la puissance qui sort de nos bouches d'air. On a des sièges chauffants. Bref, vos enfants vont être super confortables. Et dessous, on a des ports USB avec une prise 12 volts. Vraiment, c'est réussi. Vous avez fait un excellent travail, Audi, là-dessus. La présentation intérieure est vraiment réussie. La qualité des matériaux est excellente et la qualité d'assemblage est sans reproche. Encore une fois, le panneau de porte est réussi. On a à peu près la même présentation qu'à l'arrière. Par contre, je dirais que les sièges boutons mémoire sont un peu loin du conducteur. Ils sont un peu mal placés. Quelque chose qui est cool, par contre, c'est le bouton pour les miroirs. Donc ici, comme vous voyez, on a notre roulette habituelle pour les miroirs. Mais lorsqu'on la tourne ici, on active les miroirs chauffants, un must au Québec. Ou de l'autre côté, on a l'autre mode qui sert à resserrer les miroirs quand l'espace est serré. Donc, on place ça, on appuie dessus et voilà, les miroirs se serrent. Sinon, en mettant ça comme ça, on éteint le véhicule et les miroirs vont se ranger par eux-mêmes lorsque le véhicule est éteint. Le volant est de belle facture. On a du cuir, on a de l'aluminium et on a des boutons pour tout gérer et c'est vraiment génial. On appuie sur les flèches ici et on a accès à différentes choses dans le tableau de bord qui lui aussi d'ailleurs est très réussi. Et ce que j'adore, c'est que lorsqu'on est en mode navigation, on a la petite carte, mais on appuie sur le bouton View et le menu change. On a maintenant la vitesse dans le coin, notre autonomie dans l'autre coin et on a une carte pleine grandeur dans notre tableau de bord. C'est super génial, c'est vraiment réussi. Et en plus, c'est une carte très détaillée Google, donc on sait vraiment où est-ce qu'on est avec précision. On a aussi un système d'affichage tête-haute très réussi, c'est vraiment génial. Le tableau de bord est vraiment magnifique. On a du cuir, on a du bois, on a un beau plastique de qualité, beige encore une fois pour rappeler les sièges. C'est vraiment joli. Et on a un beau plastique piano noir au milieu, encore une fois, pour venir mettre de l'avant l'écran. Ça nous dirige le regard vers l'écran central. C'est vraiment réussi. Le système d'infodivertissement, lui aussi, est super. Tout est là, super facile à utiliser, mais il est lent. Il faut appuyer et attendre. Il faut quand même appuyer fort, c'est assez spécial. Donc, il faut attendre un peu lorsqu'on appuie sur les menus. Ce qui est génial, c'est qu'en dessous, on a un autre écran qui, lui, vient gérer la climatisation. Donc, on a accès à tous les menus de climatisation ici. Et on a aussi quelques options qu'on n'a pas en haut, comme un système pour nous aider à descendre une côte tranquillement, un bouton pour savoir le pourcentage de batterie, etc., etc. On a toutes sortes de petits gadgets cachés un peu partout et c'est vraiment génial. D'ailleurs, lorsqu'on appuie sur navigation et qu'on attend et qu'on veut faire une recherche, on appuie sur recherche et l'écran d'en bas devient un clavier. Mais si on appuie ici, on peut littéralement écrire notre destination. Donc, exemple, je voudrais aller à Québec. Québec. Et là, Q-E-B-E-C. elle confirme avec moi que j'ai bien écrit Québec et voilà, je l'ai rentré. C'est vraiment cool. Et on peut aussi y aller une lettre à la fois. Donc Q, Q, U, U, E. E. Et voilà, le système comprend. Lorsqu'on va dans le menu véhicule, on peut soulever la suspension puisque ce véhicule-là est équipé d'une suspension pneumatique. Donc, on choisit et le propriétaire me dit que lorsqu'il va à Montréal, il le soulève au maximum parce que les routes à Montréal sont dégueulasses. Dessous la climatisation, on a le mode Drive Select. En appuyant là-dessus, on choisit notre mode de conduite. Ce bouton-là n'est pas assez intuitif à mon avis et il est très mal placé. Il faut vraiment quitter les yeux de la route pour le choisir. Et ensuite, on se promène dans notre tableau de bord. On regarde, on est en mode sport, en mode... Ça fonctionne plus ou moins. Parlons levier de vitesse. Ce n'est pas votre levier pour changer de vitesse. C'est ça ici. Pour le mettre en reculant, on pousse.
Pour le mettre en drive, on tire. Et pour le mettre sur park, on appuie ici. Et donc, à quoi ça sert ça? C'est pour venir appuyer votre main, ça suit l'appui-bras, on appuie notre main et on a accès à tout ça ici. On se détend le bras. C'est vraiment génial. Le Lexus NX que j'ai essayé avait une position similaire avec le levier de vitesse. Et c'est vraiment fantastique pour s'appuyer et se reposer le bras. Sous le capot du Q8 e-tron, on trouve un autre espace cargo. On a un chargeur puis du lave-glace. On ne cachera pas grand-chose. Peut-être mettre une croustade aux pommes. Sinon, côté motorisation, on a deux versions d'une mécanique électrique offerte. La première, c'est deux moteurs électriques, un à l'avant et à l'arrière pour avoir 4 roues motrices, totalisant 355 chevaux, 414 livres-pieds de coupe. Mais on a un mode boost qui monte la puissance à 402 chevaux et 490 livres-pieds de coupe. En option, on a encore deux moteurs, mais cette fois-ci dans la version SQ8, donc plus sportive. Donc, on a 495 chevaux et 717 livres-pieds de coupe. Ça commence à déménager en simonac. On a une suspension indépendante à l'avant et à l'arrière. Et on a des freins à disque aux 4 roues. D'ailleurs, on a de jolis calipers jaunes. D'ailleurs, on a de jolis étriers jaunes. Galloper, t'as raison, on dit galloper. Ici, étant donné qu'on a un 2022, on a une batterie de 95 kW qui nous permet d'avoir une autonomie de 364 km. Mais pour 2023, on a une nouvelle batterie de 106 kWh qui nous permet d'obtenir une autonomie de 456 km. Une énorme augmentation. Côté capacité de remorquage, Audi annonce une capacité de remorquage de 4000 livres, ce qui est excellent, surtout pour un véhicule électrique. Par contre, l'autonomie est fortement affectée lorsque vous remorquez. Conduire un e-tron. Je pensais jamais dire ça. Pas de trêve de plaisanterie, le e-tron au volant. Donc, il y a plusieurs modes de conduite. Présentement, je suis en mode auto. Et en mode auto, ben, la suspension et la direction s'adaptent vraiment en fonction de ce qui se passe. Donc, admettons, j'ai tourné un coin de rue un peu plus rapidement plus tôt. La suspension s'est durcie, la direction est devenue un peu plus lourde au fur et à mesure du virage. C'était quand même assez intéressant. Sinon, en ligne droite, on est plus confortable. Quand il y a des bosses, c'est plus mou. Le mode auto est vraiment intéressant. Le mode efficiency, le mode éco, la différence avec le mode confort, c'est que la suspension est un peu plus ferme, ce qui le rend vraiment efficace en ville. Et c'est le mode que je prioriserais en ville, le mode efficiency. C'est très intéressant. Mode confort, c'est le mode que je prioriserais sur l'autoroute parce que la suspension est vraiment molle. À basse vitesse, ça donne un peu des hauts le cœur. C'est comme un vieux Cadillac. Mais vraiment, sur l'autoroute, la suspension est en harmonie parfaite avec les bosses à grande vitesse, 100 km/h. Donc, le mode confort, c'est celui que je prioriserais sur l'autoroute. Le mode all-road, quand la route est chaotique, j'ai trouvé un petit bout de route chaotique, je l'ai essayé sur tous les modes et le mode all-road est vraiment époustouflant là-dessus. Par contre, le mode all-road, c'est moins rapide à répondre en accélération. C'est vraiment plus haut sur pattes lorsqu'on tourne un coin de rue, qu'on prend des virages un peu plus vite. Ça donne un peu des hauts le cœur, encore une fois. On sent le véhicule tanguer, c'est vraiment pas dynamique. Sinon, côté visibilité, c'est un peu juste. La fenestration est très petite. On est limité sur la visibilité sur les côtés. À l'arrière, les angles morts, c'est énorme. Et visibilité arrière, carrément, c'est petit. On aimerait ça avoir une plus grande fenestration, mais ça viendrait briser la ligne du véhicule, ce que Audi ne voulait pas. Et bon, on paie le prix pour avoir un beau véhicule. Insonorisation exemplaire. C'est pas comparable au Rivian côté insonorisation. Le Rivian était mieux insonorisé. Tesla Model X, je ne l'ai pas essayé, EQE non plus. Mais l'insonorisation est excellente. Juste derrière le Lexus NX et le Rivian R1S que j'ai essayé. Vraiment, c'est à peine perfectible. Il faut avoir vraiment l'oreille sensible pour s'en rendre compte. On entend très peu les bruits autour de nous, très peu le vent, très peu les autres véhicules sur la route. C'est vraiment réussi. Maintenant, accélération en mode auto. C'est très direct, ça répond très rapidement, mais c'est une autre chose où j'ai remarqué une différence. En mode efficiency, les accélérations sont quand même rapides. En mode confort, c'est extrêmement progressif. Et en mode hors-route, c'est extrêmement progressif aussi, mais on sent le véhicule s'affaisser de l'arrière un peu dû au fait que les suspensions sont plus hautes. Vraiment, c'est un véhicule qui va chercher à s'adapter à vos besoins, le Q8 e-tron, et c'est vraiment cool là-dessus. Maintenant, on va aller en mode dynamique. La direction est précise, légère et on sent pas du tout la route.
D'ailleurs, on pourrait avoir une meilleure précision. En mode en route, c'est vraiment moins précis à cause de la suspension. La position de conduite, on est assis assez haut. C'est très VUS comme position de conduite. Les bancs sont superbes. Et le volant, on peut vraiment l'ajuster comme on veut. Moi, je l'ai mis proche de moi. J'aime ça proche de moi. Vraiment, la position de conduite est réussie sur ce véhicule-là. En mode dynamique, la réponse de l'accélérateur est déjà plus rapide. Le véhicule se couche par terre. La suspension automatique s'abaisse. Et en mode dynamique, la direction est plus lourde. La suspension s'abaisse. C'est plus ferme, mais c'est encore très confortable. Le mode dynamique me fait penser un peu à un Porsche Cayenne où c'est quand même plus ferme, mais on est quand même confortable. J'ai aussi activé le mode S pour le mode Drive, ce qui nous fait tomber en overboost. Donc, on a 493 livres pieds de coupe au lieu de 414. J'ai hâte de voir comment ça se dégosse. On va faire une accélération sous peu. Et wow, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Donc, en mode normal, les accélérations sont très bonnes, très rapides. On n'a aucun problème, pas de problème à dépasser les gens, peu importe. En mode dynamique, c'est encore plus rapide. On le sent, c'est vraiment plus vite et ça rend les choses très agréables. En virage, ben ça tient pas très bien la route, sincèrement. C'est un VUS, c'est pas fait pour ça. Et on le sent. On sent que le derrière s'écrase et que le devant cherche à sous-virer. Lorsqu'on va atteindre la limite, le véhicule va sous-virer. Et dynamiquement, ben c'est pas un véhicule qui communique beaucoup. Donc, c'est pas très excitant en mode sport. C'est plus épeurant, en fait. Et je crois que le Audi e-tron a manqué un peu son coup là-dessus, mais en même temps, c'est un VUS. C'est pas le but de l'exercice du tout. En conclusion, le Q8 e-tron, ben avec ses nombreux modes de conduite, on va trouver un mode qui va s'adapter à la situation. C'est ce qu'on appelle du grand luxe. Et c'est un véhicule qui est très confortable, que vous n'aurez aucun problème pour faire de la grande route et qui a de bonnes performances. Par contre, c'est pas un véhicule qui est sport. Il n'y a rien de dynamique là. Et c'était pas le but de l'exercice au final. Bon, maintenant, parlons prix. Donc, le Q8 e-tron n'est plus disponible en version 2023 à l'heure où on se parle. On est rendu pour l'année 2024, donc on peut juste s'acheter un Q8 e-tron 2024. Ce qui est intéressant pour la version 2024, c'est qu'on a des retouches esthétiques, comme vous pouvez voir à l'écran, et on a une plus grosse batterie. On passe de 95 à 106 kWh. C'est non négligeable, c'est une des grosses lacunes du véhicule. Une autonomie qui était relativement faible, surtout quand on compare avec la compétition. Mais avec cette mise à jour-là, le Q8 e-tron revient à la charge et redevient compétitif. Maintenant, parlons prix. Le Q8 e-tron, en version comme on avait, c'est-à-dire la version régulière, commence à 95 950 $ et lorsqu'on met tous les équipements disponibles, on tombe à 118 888 $. Ça, c'est avant taxe. Si on ajoute les taxes, on tombe à 110 318,51 jusqu'à 136 691,48 $. C'est un véhicule, comme vous voyez, qui est assez dispendieux, mais lorsqu'on regarde avec la compétition, on est dans les prix. En option, on peut avoir un Q8 e-tron Sportback, c'est-à-dire une ligne coupée à l'arrière. Ce que ça permet, c'est d'augmenter l'autonomie d'environ 25 km, mais vous perdez de l'espace cargo. Donc, c'est un pour et un contre. Personnellement, je prioriserais l'espace cargo. Le Sportback est un peu plus cher à l'achat. Il commence à 99 250 et va jusqu'à 129 940 $. Pourquoi un aussi grand écart entre les deux versions tout équipées, un écart d'environ 11 000 $? C'est parce que le Sportback offre des couleurs personnalisées qu'on n'a pas dans le Q8 e-tron régulier. Et ces couleurs-là coûtent 7 900 $ chacune. Et vous pouvez toujours vraiment avoir une couleur sur mesure pour votre véhicule pour 7 900 $. C'est une option qui est assez intéressante, je trouve, personnellement. Si on ajoute les taxes, 114 112,69 jusqu'à 149 398,51 $. Il ne faut pas oublier dans les deux cas que si le véhicule dépasse les 100 000 $ avant les taxes, il faut ajouter la taxe de luxe qui n'est pas toujours évidente à calculer. Votre concessionnaire Audi va pouvoir mieux vous renseigner là-dessus. Ensuite, au-dessus de ça, on a le SQ8 e-tron. Le SQ8 e-tron, c'est une version plus sportive du Q8 e-tron régulière. On tombe à 496 chevaux, 717 livres pieds de coupe, 0 à environ 4,5 secondes. Et on a plusieurs éléments plus sportifs, une direction plus dynamique, une suspension recalibrée. Bref, on a un véhicule qui est plus sportif à conduire. Côté prix, 113 740 jusqu'à 140 080 $. Ajoutons les taxes, 137 772,56 jusqu'à 161 056,98 $. N'oubliez pas, dans cette version-là, taxe de luxe applicable, ça va faire varier le prix. Ça dépend comment le concessionnaire l'applique. Dans le fond, il trouve toujours la version la plus équitable parce qu'il y a deux façons d'appliquer. Et finalement, au sommet de la chaîne alimentaire, le SQ8 Sportback.
Donc, ça commence à 116 860 jusqu'à 143 200. Ajouter les taxes, 134 359,78 jusqu'à 164 644 et 20. Ça commence à être beaucoup de sous, mais c'est ça, ça reste un véhicule qui est quand même intéressant. Niveau compétition, je n'ai pas essayé grand-chose. Il y a le Tesla Model X, je ne l'ai pas essayé. C'est plus puissant, plus performant, plus spacieux aussi, mais beaucoup plus laid, beaucoup moins bien construit et un intérieur qui fait vraiment dur à comparer de ça. Personnellement, j'aime mieux être assis confortablement que d'avoir un véhicule qui avance, fait que j'irais plus pour un Q8 e-tron. On a aussi le BMW iX. Je me suis assis dedans. Un intérieur très cossu, comparable en termes de qualité, mais je n'ai pas pu l'essayer, rien de ça, pas pu tester l'insonorisation, etc., etc. Je n'ai jamais embarqué dedans à part au Salon de l'Auto de Québec. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner d'opinion. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il est archi laid. Il a l'air d'un cochon. C'est vraiment gênant, là. Ça a l'air d'un gros sanglier. Le Mercedes QE qui fait couler beaucoup d'encre, positivement et négativement. Lui aussi est archi laid. L'intérieur, par contre, est vraiment réussi. C'est vraiment joli. Par contre, on a beaucoup de problèmes de qualité d'assemblage à l'intérieur. Et le prix est très élevé. Beaucoup d'options dans le EQE, beaucoup plus que chez Audi. Donc, c'est un autre véhicule que je n'ai pas essayé. Je ne peux pas vraiment me prononcer. Il y a juste un concurrent que j'ai essayé et c'est le Rivian R1S. Le Rivian R1S, pour ceux qui ne le savent pas, Rivian devrait arriver début janvier à Montréal. Ils sont en train de se rénover un concessionnaire, on pourrait dire. Ils sont en train d'amener ça à leur goût. Ils devraient ouvrir dans le mois de janvier. J'ai bien hâte de voir ça. Et donc, je vous ai organisé un tableau comparatif entre un Rivian R1S de base à 116 500 $ et un Q8 e-tron comme j'ai essayé. Là, vous allez me dire, Charles, tu compares un Q8 à 95 950 $ à un Rivian à 116 000. Si on prend les mêmes équipements, on va être aux environs de 116 000 aussi pour le Q8. Donc, on a une compétition assez comparable. Donc, j'ai fait un tableau. Chaque catégorie, c'est sur 10 points et j'ai accordé des points en fonction de ce que je pense du véhicule. Donc, on va commencer par l'extérieur. L'extérieur, c'est dur à juger. Les deux, c'est des véhicules qui sont bien assemblés avec une belle qualité de peinture. Donc, j'ai donné 6 points à chacun parce qu'on a vraiment deux approches différentes. Le Rivian a l'air d'un baroudeur hors route. Le Q8 e-tron a l'air d'un véhicule élégant et de ville. L'intérieur, j'ai accordé 7 points au Audi, 8 points pour le Rivian. Je trouve que le Rivian est mieux fini. C'est étonnant. Mais le Rivian utilise des matériaux qui sont, à mon avis, plus riches et une qualité d'assemblage qui est comparable. Donc, j'ai donné 1 point de plus au Rivian. Ergonomie, j'ai donné un 7 au Q8 e-tron. Il y a des petites affaires qui, ergonomiquement, ne sont pas super et c'est pas le véhicule le plus spacieux. Rivian, 10 points. Rivian est reconnu pour son ergonomie. Il y a de l'espace de rangement partout. Il y a de la place. C'est gigantesque. En fait, le Rivian R1S est plus gros que le Q8 e-tron en partant. Mais considérant l'ergonomie complète du véhicule, l'écran aussi, etc., le Rivian l'emporte haut la main. Technologie, j'ai donné 8 points au Q8 e-tron. On a des technologies qui sont assez intéressantes, mais je trouve que le Rivian en apporte un petit peu plus, donc j'ai donné 9 points. Il y a quelques petits aspects technologiques plus poussés dans le Rivian. Mécanique, j'ai donné 7 points au Q8 contre 7,5 pour le Rivian, parce que le Rivian sort 530 chevaux de sa mécanique, alors que le Q8 sort environ 350 chevaux. On est vraiment en recul par rapport à Rivian. Par contre, le Audi a une meilleure autonomie, mais ça, c'est le prochain point. Autonomie, 6 points Audi, 5 points Rivian, parce que, dans le fond, le Audi a une meilleure autonomie. On parle d'une autonomie de 459 km contre 418 pour le Rivian. Par contre, il ne faut pas oublier que le Rivian est plus gros. Et quelque chose d'important à noter, si on paye 9 000 $ dans le Rivian, on tombe avec une batterie qui va nous donner 566 km d'autonomie. Donc, on clenche le Q8. À ce moment-là, j'y aurais donné 7,5 points, mais étant donné que je n'ai pas pris l'option, qu'on est dans le de base à 116 500 $, ben, on laisse faire ça. Performance, j'ai donné 4 points au Q8. Oui, c'est un véhicule qui avance 0-100 en 5,5 secondes. C'est quand même pas négligeable, mais le Rivian est vraiment plus vite, 0-100 en 4,6. On est comparable au SQ8 e-tron Sportback, donc vraiment plus performant du côté Rivian.
Et pour un véhicule qui est plus gros en plus, c'est un petit peu gênant à ce point-là. Je trouve que le Q8 e-tron, par rapport à la compétition, ne se démarque pas vraiment en termes de performance en ligne droite. Et un autre aspect, étant donné que je l'ai conduit, le Rivian aussi, le Rivian est plus joueur en virage. C'est un véhicule qui, étonnamment, aime ça, prendre des courbes rapidement, tandis que le SQ8 e-tron, comme j'ai dit dans mon essai, on sent que le véhicule n'est pas à l'aise et qu'il cherche à sous-virer. Vraiment, le Rivian se démarque là-dessus. Donc, total, le Q8 e-tron a obtenu 46 sur 70, le Rivian 51 sur 70. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que j'irais vraiment plus pour un Rivian que le Q8 e-tron. Ceci étant dit, le Q8 e-tron demeure un véhicule très intéressant pour les gens qui veulent juste un bon véhicule électrique simple. Beaucoup de véhicules électriques essaient de réinventer plusieurs choses, les systèmes d'infodivertissement, la façon que les habitacles sont faits, etc., etc. Le Q8 e-tron, c'est tout simplement une Audi électrique. Ils n'ont rien réinventé et ça va rejoindre beaucoup de gens, à mon avis. C'est un produit qui mérite tout de même votre attention. Personnellement, si j'habitais à Montréal, je prendrais bien plus un Q8 e-tron avant un Rivian R1S. Et vraiment, en ce moment, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le marché, on oublie souvent le Q8 e-tron et à mon avis, il mériterait votre place sur votre liste de magasinage. Donc, en gros, le Q8 e-tron, je vous le recommande. Ça ne sera pas le véhicule électrique qui va tout révolutionner, mais c'est une Audi électrique, mais c'est surtout une Audi avant tout.